Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves, seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves. Nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Sophie, maman de 2 enfants qui vit au Canada depuis 2018. Sophie a d'abord commencé avec un PVT il y a quelques années. Elle a d'abord posé ses valises avec sa famille à Vancouver, puis c'est finalement à Calgary qu'elle est devenue récemment propriétaire. En parallèle de son job de social media manager, Sophie partage son quotidien sur le Canada, sur Instagram et YouTube. Salut Sophie! Salut Hélène, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter ton parcours d'immigration, puisque toi, tu as commencé avec un PVT il y a quelques années, ensuite tu es rentré en France et tu es revenu au Canada, c'est ça? C'est exactement ça, c'est vrai. Du coup, en 2008, donc c'est un petit bout de temps maintenant, on finissait nos études et on s'est dit, tiens, si on partait dans un pays faire une expérience internationale pour apprendre à parler anglais. Et puis très vite, le Canada s'est mis sur la liste et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait les Jeux Olympiques de Vancouver qui allaient s'y établir en 2010. Et donc en 2009, nous sommes partis faire notre PVT là-bas pour pouvoir bosser pour les JO. Génial. Donc, première expérience à Vancouver, vous avez adoré? Ça, c'était très sympa. Moi, je l'ai bien vécu, mais pas aussi bien que ma deuxième expérience de vraie immigration après 10 ans plus tard. Mais peut-être parce que j'étais trop jeune, peut-être parce que j'avais ma famille qui me manquait énormément. Donc les 6 premiers mois ont été assez difficiles pour moi. Malgré le fait que j'ai trouvé un travail rapidement et que c'était une super expérience et que j'ai appris l'anglais, voilà, tout se passait très bien. Mais le manque de la famille était vraiment présent et je me sentais peut-être pas encore prête du coup à cette époque-là de vraiment faire le grand saut et de partir pour une période un petit peu plus longue qu'un an de PVT à cette époque. Et oui, parce que c'était 1 an et aujourd'hui c'est 2 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'était un an. Et en fait, les 6 premiers mois ont été difficiles et les 6 mois d'après ont été géniales, mais surtout aussi parce que je savais que j'allais rentrer. Mais du coup, ça m'a permis de vraiment profiter encore plus du coup de mon PVT, de mon expérience. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la ville de Vancouver. Et avec mon mari qui à l'époque était juste mon petit copain, on s'est dit... un jour, on reviendra quand on aura des enfants et c'est là qu'on veut vivre. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est rentré en France et là, on a commencé du coup à réfléchir comment on allait pouvoir y retourner quelques années plus tard. Et donc 10 ans plus tard, vous retentez l'expérience en tant que résident permanent grâce à l'entrée express en Colombie-Britannique. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, on s'est mariés, on a eu notre premier enfant et là, on a dit, allez, ça y est, on est prêt, on y retourne. Et là, on s'est renseigné sur tout le parcours d'immigration qu'il fallait faire pour pouvoir partir. Étant donné qu'on avait un enfant, on voulait être certain de pouvoir partir avec quelque chose de solide, un visa solide. Étant donné aussi qu'on avait déjà fait le PVT, on ne pouvait pas repartir en PVT. Donc, on s'est penché sur l'entrée express, qui est le système d'immigration voilà, pour les résidents, pour faire la demande de résidence permanente. Et donc, on a fait ça depuis la France. Ça nous a pris à peu près 2 ans parce qu'on y était cool quand même. On ne s'est pas précipité non plus. On voulait continuer de profiter de la famille, de profiter de notre vie à Paris. Mais voilà, on a pris à peu près 2 ans pour faire toutes les démarches, les tests, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir partir. Et c'est en 2018, du coup, qu'on a eu la réponse positive et qu'on est parti. L'entrée express, c'est un système de points, c'est ça? C'est-à-dire que par rapport à ton métier, à tes études, tu vas avoir un certain nombre de points?
C'est exactement ça, ouais. En fonction de ton âge, de tes études, de ton métier, comme tu l'as très bien dit, en fonction de ta langue parlée, si tu parles anglais, si tu parles français, de ton expérience professionnelle, si tu es cadre ou pas. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que tu rentres dans un système de barème en fait, et tu vas gagner des points en fonction de tout ça, aussi en fonction de ton expérience. Si tu as de l'expérience canadienne, tu gagnes des points en plus. Voilà, il y a plein de choses. Mais tout est super bien expliqué sur le site du gouvernement et sur le site de l'entrée express. Et il y a même des simulateurs aussi pour savoir si, pour la personne qui se trouve en France aujourd'hui et qui se dit j'ai envie de faire l'entrée express, mais est-ce que je suis éligible à ce visa-là? Et bien, il y a des systèmes juste pour pouvoir juste rentrer les cases de l'âge, tout ça, pour savoir combien de points. Et après, une fois effectivement que tu as ce système de points, donc tu gagnes un certain nombre de points qui varient, j'imagine, entre 200, 600 points, ça peut être plus, ça peut être moins. Et je crois que c'est toutes les 2 semaines, enfin en tout cas à l'époque c'était toutes les 2 semaines, il y a un tirage au sort en fait, et ils tiraient du coup les personnes qui avaient le plus grand nombre de points. Est-ce que ça a été compliqué justement à obtenir ce fameux nombre de points qu'il fallait? Alors ça a été pas forcément compliqué mais assez long en fait, parce qu'il faut faire évaluer ses diplômes, il faut aller passer des tests de langue, tests français, tests d'anglais, faut récolter pas mal de choses en fait pour déjà confectionner ce dossier de points. Et une fois qu'on a ça, on rentre dans le bassin, ce qui s'appelle le bassin des candidats, et c'est en attendant d'être du coup tiré au sort. Et une fois qu'on est tiré au sort, là on doit faire notre demande de présentation, en fait, la demande de résidence permanente en quelque sorte. Et ça, après, vous avez... Alors moi, à l'époque, j'avais 90 jours pour le faire, il me semble, et maintenant, c'est 60 jours pour le faire. Et là, en fait, il faut aller assez vite, il faut être vraiment préparé, parce que 60 jours, ça passe super vite. Et en fait, il faut donner des attestations d'employeurs de tous les employeurs qu'on a eus sur les 10 dernières années. Il faut il faut avoir des attestations sur tous les voyages qu'on a effectués sur les 10 dernières années aussi, les entrées et sorties du territoire. Il faut avoir les diplômes, il faut vraiment récolter beaucoup de choses. Et en fait, c'est toute notre vie sur les 10 dernières années qu'il faut mettre sur papier. Et ça prend du temps. Donc, c'est pas une fois qu'on est tiré au sort dans le bassin des candidats qu'il faut se dire, bon, maintenant j'ai 60 jours pour tout préparer. Il faut quand même préparer toutes ces choses-là en amont pour être sûr de pas dépasser ces 60 jours. Parce que malheureusement, si on dépasse, c'est automatiquement annulé et il faut tout recommencer depuis le début. Et ouais, j'imagine que les attestations des employeurs, des fois ça dépend pas de toi, donc à obtenir, tu dois relancer, les harceler. C'est ça, surtout si t'es pas forcément parti en bon terme avec ton employeur aussi. T'as pas très envie de le recontacter, dire au fait, je pars vivre au Canada, est-ce que tu peux me faire une attestation? Donc il y a ça. Et d'ailleurs, c'est arrivé pour nous. C'est drôle parce que justement, dans nos 10 dernières années qu'il fallait prouver en employeur, pour mon mari, il avait travaillé un an dans un restaurant à Vancouver. Enfin, à peu près un an, un petit peu moins d'1 an. Et en fait, ils lui ont jamais envoyé son attestation. Alors que pourtant, c'était à Vancouver et du coup, il nous fallait... Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos fiches de paye de cette époque-là. C'est pour ça qu'il faut bien tout garder. On a prouvé, même avec son contrat, on a prouvé qu'il avait bien travaillé là-bas, mais qu'on n'avait pas l'attestation écrite du responsable parce que cette personne était en vacances ou parce que la personne n'était pas apte à faire cette attestation, mais on a pu prouver par A plus B qu'il avait bien travaillé là-bas et c'est passé, heureusement. Ok, donc tu passes tes 4 premières années de ta résidence permanente à Vancouver. Comment ça se passe la vie à Vancouver? Comment c'est? C'est génial. Honnêtement, Vancouver, c'est et ça restera ma ville de cœur de toute façon parce que quand on est arrivé, on a vraiment eu ce sentiment de waouh, genre on est à la maison. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'avais pas du tout eu ce sentiment-là quand j'avais fait mon PVT 10 ans auparavant. Mais quand on est arrivé vraiment avec notre fille et avec ce gros projet et le fait aussi d'avoir mis 2 ans pour obtenir ce visa et d'être enfin là, on s'est dit, waouh, on l'a fait, quoi. On a réussi. Et après, là, tout s'est enchaîné. On a trouvé, du coup, chacun un job. Alice a été dans une garderie, puis après à l'école. On a trouvé tout de suite notre appartement en 4 jours. Un appartement super que j'adorais. On a vraiment eu 4 très très belles années. On s'est fait des amis qui sont aujourd'hui qui font partie de nos meilleurs amis. Enfin voilà, on a vraiment réussi à établir une vie sociale et professionnelle vraiment très stable. Le seul
petit hic en quelque sorte, si je peux le dire, c'est que, et ce qui nous a fait décider de partir, c'est qu'on n'était pas apte à devenir propriétaire, on pouvait pas acheter une maison et nous c'est ce qu'on voulait vraiment, on voulait acheter une maison et donc c'est pour ça que on a pris des décisions et on a fait les choix de partir du coup de Vancouver. Mais pour revenir du coup à ces 4 années, on a vraiment eu 4 très belles années, on a fait un bébé, voilà, Paul qui est né à Vancouver et non, vraiment c'était 4 super années. Après, c'est pas tout rose non plus. Moi, j'aime, voilà, je dis tout le positif, mais effectivement, voilà, il y a eu des mois où on a galéré parce que au début, on gagnait pas forcément très bien notre vie, en tout cas comparé à ce qu'on gagnait à Paris. Et voilà, on a galéré quand même, mais on galérait dans une ville géniale et avec des gens super et avec un style de vie qui nous correspondait totalement. Donc, ça valait le coup. On dit que le coût de la vie est cher à Vancouver. Est-ce que les salaires arrivent quand même un petit peu à compenser ce coût de vie qui est cher ? C'est ça le problème, c'est que quand on arrive dans un nouveau pays dont on ne parle pas forcément la langue, où on perd un petit peu en confiance en soi, parce que voilà, nous on avait des super jobs en France, mais on arrive et il faut faire ce job-là, mais en anglais, ou alors on ne connaît pas la grille tarifaire des salaires, enfin on ne connaît pas la grille des salaires au Canada, donc nous on se base un petit peu sur ce qu'on sait, on se dit ça devrait le faire, mais moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un travail très rapidement. J'ai été contactée sur LinkedIn par mon employeur de l'époque et j'ai trouvé en 15 jours un travail sans le chercher. Donc, j'ai eu énormément de chance et donc je l'ai accepté. Mais à quel prix ? C'est que je me suis rendu compte qu'en tout cas maintenant, je le sais, c'est que j'étais clairement sous-payée quand j'ai accepté ce job. Mais ça faisait que 15 jours que j'étais au Canada et j'étais super contente d'avoir trouvé quelque chose alors que je parlais pas un mot d'anglais. Donc j'ai pris ce qu'on m'a donné et j'ai fait mes preuves et j'ai appris l'anglais en quelques mois. Et en fait, je suis passée de social media manager à marketing manager de cette société et j'ai été augmentée nettement au bout d'un an. Et donc voilà, c'est ça aussi. C'est que j'ai accepté de ne pas être bien payée au début, mais je savais aussi que j'étais pas forcément parfaite en anglais, que je venais d'arriver au Canada. Mais en faisant mes preuves, j'ai réussi du coup à gravir un petit peu les échelons et à me donner les moyens du coup de pouvoir gagner plus. Et tu as donné naissance du coup à ton fils Paul à Vancouver. Comment ça s'est passé justement toute la partie accouchement, donc tous les rendez-vous que tu dois avoir quand tu mets au monde un enfant, après la partie crèche, garderie, etc. Quelle différence toi t'as noté de ton côté par rapport à la naissance de ta fille en France ? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, il faut se dire que quand on part au Canada en étant résident permanent, on a accès à tous les soins et on a accès à ce système c'est un peu comme la sécurité sociale du Canada, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, il n'y a pas la carte vitale, il n'y a pas la sécurité sociale, le Canada ça coûte cher en soins. C'est vrai, oui. Mais à partir du moment où vous êtes résident permanent, vous êtes considéré comme un citoyen canadien et donc on a accès aux soins. Donc je n'ai rien payé du tout. À partir du moment où j'ai fait mon test de grossesse, j'ai été reconnue comme étant enceinte et donc j'avais tous les frais et les soins et les médicaments remboursés à 100%. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui se disent oui, ça coûte cher et bien nous on a eu la chance, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de partir avec la résidence permanente parce qu'on avait une petite fille et que si jamais je touche du bois, mais si jamais elle se cassait le bras ou si jamais il lui arrivait quelque chose à l'école, on savait qu'on était couverts. Malgré tout, il y a aussi des mutuelles grâce aux employeurs. Et donc moi, ma mutuelle, elle couvrait aussi beaucoup de choses, tout ce qui est soins dentaires, vision, tout ça. Donc tout ce qui est niveau santé, quand on est résident permanent, on est très très bien couvert. Après, quand on est PVT ou quand on a un autre visa, c'est différent. Et là, il faut prendre des assurances ou il faut prendre des mutuelles. Effectivement, ça peut coûter cher. Mais en tout cas, pour ma grossesse, tous les soins, tous les rendez-vous, ça s'est super bien passé. Et ça s'est même pas mieux passé qu'en France, mais ça s'est vraiment tout aussi bien passé. J'ai rencontré des sages-femmes, dont une en particulier, une sage-femme française qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et avec qui je me suis liée d'une très grande amitié. Et voilà, ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. J'en garde un très bon souvenir. Paul est né et à Vancouver. Et du coup, après,
Au Canada, on a la chance aussi également de pouvoir avoir jusqu'à 1 an de congé maternité. Donc en fait, c'est le même système de congé maternité qu'en France, c'est 3 mois de congé maternité et après on peut pousser jusqu'à 1 an ou même 1 an et demi, 18 mois. Tu dois le négocier avec ton employeur ? C'est automatique en fait, donc c'est pas l'employeur qui négocie, c'est toi qui choisis ce que tu veux pour toi. Donc si jamais tu dis à ton employeur je vais prendre 18 mois, il a rien le droit de dire et tu peux prendre 18 mois. Si jamais tu dis je vais prendre 1 an, eh ben, tu prends. Si jamais tu veux prendre que 5 ou 6 mois, tu peux aussi. C'est vraiment toi en fonction de comment tu le sens. Après, forcément, tu vas pas être payé pareil. C'est-à-dire que quand tu es en congé maternité, tu gagnes pas ton salaire à 100%. Tu vas gagner que, il me semble que c'était $500 par semaine maximum quand tu prends 1 an de congé maternité. Et il me semble que c'était dans les $350 par semaine quand tu prends 18 mois. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça te permet du coup de profiter de ton bébé, de ton enfant. Si tu as plusieurs enfants en bas âge, eh ben, tu ne payes pas de garderie. Dans ce cas-là, donc, tu fais des économies de garderie et tu gardes tes enfants à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, en tout cas à Vancouver, ce que j'ai remarqué. Beaucoup de mamans qui sont à la maison et des papas qui travaillent. Et c'est souvent dans ce schéma. Je dis pas que c'est les mamans qui restent et les papas qui travaillent, c'est que de ce que j'ai vu, c'était les mamans qui étaient là tous les soirs à la sortie de l'école. Il y avait aussi des papas, hein, bien sûr. Et puis nous d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a splitté, je suis désolée, j'utilise des mots un peu franglais, le congé maternité en 2. Et moi, j'ai fait 6 mois et mon mari a fait le reste. Donc voilà. Sinon, après, c'est 1 an de congé maternité. Il a fallu trouver une garderie. Et j'ai discuté avec une autre invitée qui me disait qu'à Montréal, c'était très compliqué de trouver une crèche. C'était des listes d'attente sur des mois, voire des années. Est-ce qu'à Vancouver, c'est pareil ? C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Il faut se mettre sur les listes d'attente limite dès que vous tombez enceinte. Enfin, dès que tu tombes enceinte. Donc, c'est ça qui est assez difficile. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver une crèche, une garderie dans l'école de ma fille. Et par la suite, j'ai réussi à trouver une garderie. J'ai eu aussi une place qui s'est libérée juste à côté de la maison. Donc en fait, j'avais la possibilité d'avoir le choix entre 2 garderies, alors qu'il y en a qui n'ont même pas le choix d'une seule en plusieurs années. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai fait marcher en quelque sorte mon réseau. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans la ville dans laquelle je vivais. Donc c'est une petite ville qui est à côté de Vancouver, à New Westminster. Je connaissais beaucoup de mamans puisque j'avais Alice, donc j'allais souvent à l'école la chercher. Et donc c'est le réseau en quelque sorte qui m'a aidée à trouver une place dans cette ville parce que voilà, j'ai dit que je connaissais un tel, parce qu'un tel m'a référé à cette garderie et au final c'est comme un petit écosystème où tout le monde se connaît et donc j'ai eu la chance de trouver. Maintenant ça veut pas, voilà, c'est vrai que je trouve qu'à Vancouver il y a beaucoup, et je pense que c'est partout pareil, faut faire fonctionner son réseau, même dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de fois où on va pas forcément trouver on va trouver un travail par le biais de ce qu'on entend qu'on connaît quelqu'un ou donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir ces places en garderie, mais pour te donner une idée, quand je venais juste d'arriver à Vancouver et qu'Alice avait besoin d'une garderie parce qu'elle n'avait pas l'âge de commencer l'école encore, j'étais sur une liste d'attente, je me suis mise sur une liste d'attente et cette garderie m'a appelée 3 ans plus tard. Et elle m'a dit bonjour, voilà, on a une place dans notre garderie, vous êtes sur la liste d'attente. Et je dis oui, mais ma fille a 7 ans aujourd'hui. Et plus besoin de garderie. Et là, j'ai dit par contre, mon fils vient de naître et peut-être qu'elle dit ah bah non, du coup, nous, maintenant c'est la prochaine personne, on va appeler. Donc c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, pour te dire que j'ai une garderie qui m'a appelée 3 ans plus tard. Mais ma fille était déjà en CE1, donc c'était plus nécessaire. Comment t'expliques ça ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui veulent bosser justement dans ces garderies, dans ces crèches ? Je pense qu'il y a le système de garde est pas très bien, en tout cas il n'est pas aussi bien peut-être élaboré qu'en France. En France, on a beaucoup d'assistantes maternelles, on a beaucoup de crèches, les crèches qui sont aussi pas chères, on a des aides par l'État, tout ça. Et à Vancouver aussi, hein, on a pas mal d'aides, mais je pense que c'est juste les structures qui sont manquantes et le fait qu'il y ait de plus en plus de familles qui viennent s'établir à Vancouver, pas que des Français, hein, mais de tous les pays, en fait, de beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrés et des familles. Et donc voilà, c'est manquant. Et le problème aussi, c'est que ces crèches-là, elles sont vraiment pas données. C'est-à-dire que nous, au début, on était il me semble que c'était dans les $1 900 par mois
pour faire garder notre enfant, avant les réductions du gouvernement. Mais au début, c'est vrai qu'on payait entre 1 400 et 1 500 par mois pour faire garder notre bébé. Et donc, quand tu ajoutes à ça le loyer, la voiture, l'essence, les frais, la nourriture, tous ces frais-là, ça fait très très cher. Et nous, on n'avait qu'un seul enfant en garderie, mais quand on a 2 ou 3, tu fais ça fois 3. Au final, les personnes, elles préfèrent rester garder leur enfant à la maison, en fait, parce que ça fait le prix d'un salaire. Donc, ouais, je pense que, je pense que ça va aller mieux parce il y a de plus en plus de systèmes maintenant et le gouvernement il y a des aides du gouvernement et maintenant à Vancouver, je sais qu'il y a des garderies à 10 $ la journée qui commencent d'arriver petit à petit. Et donc je pense que ça va être de mieux en mieux parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand on immigre avec des enfants en bas âge, il faut prendre ça en compte, que les garderies, c'est pas forcément tout de suite qu'on va les trouver. Ok, pour les garderies, au sujet de l'école, comment ça s'est passé l'école pour Alice? Est-ce qu'elle s'est sentie bien intégrée avec les autres enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités? Comment ça fonctionne l'école au Canada? Alors l'école à Vancouver, c'était vraiment super pour Alice. Elle a été tout de suite très bien intégrée. Après, elle a commencé première année de maternelle jusqu'en CE1, il me semble. Et donc voilà, elle a été vraiment super bien intégrée. L'école est gratuite quand on met dans une école publique. L'école dépend de là où vous vivez en fonction de votre adresse. Donc nous, on dépendait d'une école qui était à côté de la maison. Et non, vraiment, rien à dire sur cette école. Au contraire, c'était vraiment top. Tout le monde était super bienveillant. Je me suis fait plein d'amis de maman qui sont toujours mes amis aujourd'hui et voilà, très très belle communauté. Après, c'était dans la ville dans laquelle je vivais, c'était pas en centre-ville de Vancouver. Peut-être que ça peut être différent, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ce que je dis ou qui vont avoir une expérience différente, mais en tout cas de mon côté personnel, ça s'était très très bien passé à Vancouver. Maintenant, à Calgary, c'est différent. Alice a eu beaucoup plus de problèmes à s'intégrer à Calgary et elle a été victime d'harcèlement à l'école cette année malheureusement, et ce qui fait que du coup ça l'a fait un petit peu regretter le fait d'avoir quitté son école de Vancouver. Voilà, comme quoi toutes les écoles ne sont pas les mêmes. C'est pas parce qu'on est au Canada que ça va être forcément magique partout, que ce soit peu importe, le travail, l'école, la garderie, n'importe quoi. L'expérience d'Alice fait qu'elle avait une très très bonne expérience à Vancouver. Elle adorait sa classe, sa maîtresse, ses amis, tout le monde l'adorait. Et à Calgary, elle a été victime d'une seule élève, mais qui elle est là déjà depuis quelques années. Et donc ça se passe pas très très bien malheureusement à Calgary. Donc pour l'instant, on a eu plusieurs rendez-vous avec la directrice. Et donc voilà, là c'est les vacances scolaires, donc elle est très contente d'être à la maison. On verra comment ça se passe à la rentrée. Malheureusement, s'il faut la changer d'école, on fera ce choix-là parce qu'on ne tolère pas du tout le harcèlement. Est-ce que avec les rendez-vous avec la directrice, vous avez pu trouver peut-être des solutions, enfin surtout à l'école de trouver des solutions pour Alice? En fait, c'est un peu compliqué parce que il s'avère que la maîtresse couvrait le harcèlement. Elle était témoin et elle voyait ce qui se passait depuis des mois. Et donc, on lui faisait part par email. On disait Alice nous a reporté aujourd'hui qu'elle s'était fait agresser verbalement. Voilà. Et la maîtresse, oui, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Je travaille dessus avec les filles, ça va aller. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'est assez. Bon, je le partage ici, mais un jour avec Alice, on s'est fait un petit week-end juste toutes les deux pour retourner justement à Vancouver pour aller voir ses amis. Et à l'aéroport, elle me dit, tu sais maman, cette semaine, je me suis fait gifler 3 fois à l'école. Et là, ça a été inacceptable. Je savais que cet enfant la harcelait verbalement depuis plusieurs temps et qu'on faisait le nécessaire à justement voir avec la maîtresse. Et là, à partir du moment où ça a été violence physique, j'ai bien évidemment pas du tout laissé passer ça. Et quand j'ai pris rendez-vous avec la directrice, cette fois-ci, la directrice n'était malheureusement pas au courant du tout de tout ce qui se passait depuis 4 mois. Donc la maîtresse n'avait rien reporté à la directrice et la maîtresse couvrait ce qui se passait. Donc non, ça a été quand même assez loin ce jour-là. Je suis quelqu'un qui peut être très positive, mais quand on touche à mes enfants, malheureusement, enfin pas malheureusement, quand on touche à mes enfants, je me laisse pas faire. Et donc la directrice a pris cette histoire très au sérieux. Et donc maintenant ça va mieux, mais je garde un œil quand même dessus, toujours.
Ouais, parce que ça doit être super dur pour ta fille, mais ça doit être dur aussi pour toi de te sentir, entre guillemets, un peu impuissante par rapport à tout ce qui se passe à l'école, la journée. Oui, oui, bah, c'est vrai que moi, du coup, j'ai envie d'aller à l'école. En plus, j'ai un tempérament assez fort. Donc, généralement, Alice, elle me dit tout, mais elle me le dit d'une façon à pas m'énerver, parce qu'elle sait que je peux très vite m'énerver et aller voir les parents et, et la faire un peu à la française. Donc, elle me connaît bien. Mais ouais, non, quand t'es maman, tu culpabilises forcément parce que tu te dis c'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi de venir vivre ici, de la mettre dans cette école, donc c'est de ma faute. Mais Alice, elle a une personnalité qui est très, comment dire, très solaire et donc elle peut attiser beaucoup de jalousie malheureusement autour d'elle et ça c'est déjà arrivé, hein, même à Vancouver c'était arrivé mais pas à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas ce qui est vraiment top et c'est qu'elle nous le dit, qu'elle ne garde pas ça pour elle et que du coup on en parle beaucoup et qu'on règle les choses ensemble et qu'elle sait qu'elle est soutenue et que peu importe ce qu'elle nous raconte, elle sait très bien que je la croirai toujours elle et qu'elle sera toujours soutenue. Même si elle fait une grosse connerie, elle sait très bien que je serai toujours derrière elle. Et le principal, c'est d'en parler et de le dire et surtout pas de le garder pour elle. Donc voilà, mais comme quoi, pour faire voilà, une petite récap, c'est pas forcément tout rose partout au Canada. Même si on adore notre vie ici et que voilà, on a eu certains soucis avec l'école, ça n'empêche qu'Alice est super contente de vivre ici, elle est super contente d'être à Calgary. Et voilà, donc voilà, des histoires comme ça, malheureusement, ça arrive partout, dans tous les pays. Ok, et comment le choix de Calgary s'est fait pour toi? Alors, déjà, déjà, ça a été une grosse décision de partir à Calgary parce que on était tellement bien à Vancouver que c'était pas. Quand on est parti vivre à Vancouver, on était très très loin d'imaginer qu'on allait partir de cette ville 4 ans plus tard. Moi, si on me l'avait dit, je l'aurais vraiment pas cru. Et petit à petit, l'inflation et le fait que tout coûte cher. Et le problème à Vancouver, c'est que c'est une ville vraiment magnifique, mais dès qu'on veut faire des activités, c'est généralement payant en fait. Et il pleut beaucoup, et donc ces activités en intérieur sont payantes aussi. Et voilà, on peut pas forcément tout le temps aller se balader en forêt gratuitement, ça c'est cool, mais comme il pleut, il faut aussi avoir des alternatives. Et donc il y a ça, le prix des loyers. Étant donné qu'on avait eu un bébé, on voulait un endroit, enfin on voulait un appartement plus grand. Là, mon bébé dormait dans le den, ce qu'on appelle le den au Canada, c'est comme un petit bureau sans fenêtre. Donc voilà, Paul a dormi un an dans le den. Alice avait sa chambre, nous on avait notre chambre, mais on voulait plus grand et plus grand, ça voulait dire aussi plus cher et plus cher, plus comme j'en parlais tout à l'heure, la garderie, toutes ces choses-là font que on savait qu'il fallait faire des choix. Puis avec nos meilleurs amis de Vancouver, on avait un petit peu les mêmes projets. Chaque fois qu'on se voyait, on se disait tiens, peut-être que ce serait bien de partir et d'être propriétaire, d'acheter notre maison canadienne, tout ça. Et puis Calgary est venu sur le sujet et on s'est beaucoup penché sur cette ville parce qu'on entendait très très peu parler de Calgary en fait. Moi je connaissais personne qui vivait là-bas et même sur les réseaux sociaux je voyais pas grand chose en fait et je savais pas à quoi m'attendre. Voilà, vraiment Calgary. Autant on voit Montréal, plusieurs villes du Québec, on voit Toronto, ces grandes villes, mais Calgary, j'en avais vraiment pas entendu parler. Donc je me suis penchée sur la question. Et puis on a vu du coup avec mon amie Sarah que c'était la ville la plus ensoleillée du Canada, que les salaires, les loyers étaient moins chers, qu'on était très très proche de la région de Banff et du coup de tous les parcs avec les lacs turquoise, tout ça, qu'il y avait plein de choses à faire et que ça avait l'air d'être vraiment aussi une ville quand même si elle n'est pas aussi moderne et grande que Vancouver, que c'est quand même une ville. On s'est dit, ouais, il y a quelque chose. Et puis on a fait nos recherches et puis au final, on a dit, allez, on part sans vraiment savoir à quoi s'attendre en fait. C'était un petit peu un coup de poker quand même. Moi j'y suis allée 4 jours avec les enfants et Max au mois de mai l'année dernière parce que j'ai dit à Max, j'avais trop peur moi. J'avais vraiment peur de quitter ma ville pour quelque chose qui ne me corresponde pas. Et puis au final ce petit week-end de 4 jours ça nous a plu, c'était très sympa. C'est vrai qu'en 4 jours on peut pas voir grand chose non plus, hein. Mais c'était vraiment sympa. Et puis le truc qui est vraiment top aussi c'est de pouvoir faire cette expérience-là, c'est-à-dire déménager, tout quitter encore une fois, mais avec
avec nos meilleurs potes. Et donc en fait, on n'est pas parti seul. Là, cette fois-ci, on est parti avec notre famille du Canada, et qui d'ailleurs s'appelle une famille au Canada. C'est la nôtre. Et puis au final, du coup, on est parti, on est arrivé ici et on s'est reconstruit ici. Donc on a trouvé la maison, la garderie, les enfants vont à l'école, trouver un travail, et on a commencé à bien s'intégrer. On a rencontré plein de belles personnes, on s'est fait des amis ici, et puis voilà, petit à petit, on se reconstruit ici, et la ville, elle nous plaît beaucoup. C'est différent, mais on a été vraiment agréablement surpris que Calgary, c'était pas forcément le choix de destination premier. Mais au final, on est vraiment super contents. On est surtout très contents d'avoir réussi à avoir acheté notre maison au Canada, parce que c'est vraiment un gros investissement quand même pour nous, et c'était important pour nous d'acheter, surtout en ayant 2 enfants. C'était clairement impossible d'acheter à Vancouver, parce qu'une maison comme la nôtre aujourd'hui, on l'a payée entre 500 et 600 000 $. À Vancouver, le même type de maison, c'est entre 1,5 million et 2 millions. Donc c'est hors de prix. Voilà, et c'était juste pas possible pour nous. Donc voilà, on est vraiment contents d'être là. On fait plein de choses, il y a plein d'activités, il y a plein de trucs à faire. On bosse, enfin on fait plein de choses dans la maison aussi. On a un jardin, donc les enfants jouent dans le jardin. Enfin voilà, c'est vraiment une vie différente, et il fait vraiment beau. Enfin, il fait vraiment très beau, c'est-à-dire qu'il fait soleil tous les jours, et même si l'hiver on expérience du coup les premiers hivers vraiment canadiens, parce qu'à Vancouver il n'y a pas d'hiver comme ça, avec des moins 20 et des moins 25, c'est différent, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir aller faire du patin à glace, de la luge, des activités qu'on faisait pas du tout à Vancouver, donc on est vraiment content. Maintenant, rien ne me dit que peut-être qu'un jour je retournerai à Vancouver. Oui, parce que toi, là où tu habites, tu as plein d'activités. C'est un quartier assez résidentiel, il me semble avoir vu sur ton Instagram. C'est vrai, c'est exactement ça. On a eu la chance de trouver une maison dans un quartier qui a accès à un lac privé. Et donc, simplement, les résidents du quartier ont accès à ce lac. Et donc, l'été, c'est plage. Il y a on peut faire du pédalo, basket, terrain de volley, terrain de tennis. Ouais, vraiment comme un complexe sportif. Et l'hiver, tout ça se transforme en piste de patin à glace. Il y a une piste de luge. Voilà, il y a aussi des ice fishing, donc c'est des journées où il y a de la pêche organisée sur le lac, donc pêche sous la glace. Donc voilà, c'est des choses qu'on n'avait clairement pas du tout à Vancouver, donc c'est une autre façon de vivre. Et c'est vrai que l'avoir accès à ce lac, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi, et même pour les personnes qui vivent à Calgary et qui n'ont pas accès à un lac privé, il y a aussi des lacs autour où vous pouvez y aller et faire ce même genre d'activité. Et en plus, il pleut moins qu'à Vancouver. Il pleut pas, enfin il pleut très peu, ouais, c'est vrai. Alors par contre l'été il pleut, mais le soir, donc c'est pas mal, parce que il fait très chaud la journée et il pleut le soir, mais ouais, non, c'est pas du tout le même temps qu'à Vancouver. Après, moi ça me dérangeait pas forcément non plus trop la pluie, j'aimais bien aussi ce côté un peu à Vancouver, mais c'est vrai l'année dernière on a eu de la pluie de novembre à juin pratiquement non-stop tout le temps, donc ça a été assez difficile. Au-delà du coût de l'immobilier et des différences en termes de climat, quelle autre différence, toi, tu as pu constater entre Calgary et Vancouver ? C'est une bonne question. La différence entre Calgary et Vancouver, déjà, voilà, il y a le prix. C'est vrai que... Après, ça ne veut pas dire que Calgary est vraiment nettement moins cher, hein, parce qu'il y a des choses qui sont moins chères à Vancouver aussi. Mais bon... le prix, il y a les taxes qui sont pas les mêmes, il y a moins de taxes à Calgary. Du coup, le climat, comme je parlais, c'est pas du tout le même climat, parce que du coup, on va avoir un hiver beaucoup plus froid et sec à Calgary, mais plus ensoleillé du coup tout le reste de l'année. La différence ici, c'est que Vancouver, c'est une ville magnifique et majestueuse, dans le sens où quand vous êtes au pied des buildings dans le centre-ville de Vancouver, vous avez l'océan d'un côté et les montagnes de l'autre, mais vraiment de visu, c'est-à-dire que on peut aller skier dans la journée et aller se poser sur la plage dans l'après-midi, et ça c'est quelque chose de magique. J'ai l'impression que l'accès à la nature est beaucoup plus proche de la ville de Vancouver que Calgary. Calgary, il va falloir faire un petit peu de route, il va falloir prendre sa voiture et faire au moins une petite heure de route pour pouvoir aller dans les parcs provinciaux, ce genre de choses. Ce qui est complètement faisable, hein, bien sûr. Mais voilà, ça c'est une différence.
Et je dirais peut-être que Calgary, ça bouge un petit peu moins que Vancouver. C'est peut-être une ville un peu plus familiale, dans le sens où c'est beaucoup de résidences, beaucoup de gens qui ont leur maison, justement, et qui restent dans leur maison. Alors qu'à Vancouver, il y a beaucoup de concerts. Par exemple, Beyoncé, elle vient à Vancouver, elle vient pas à Calgary. Mais voilà, c'est pas le même style de vie. Je dirais que Calgary, c'est beaucoup plus familial et Vancouver, c'est beaucoup plus... voilà. En tout cas, si j'étais seule et sans enfant, ou si j'étais juste en couple et sans enfant, je serais restée à Vancouver, ça c'est sûr. Au niveau du marché de l'emploi, est-ce que ton mari et toi, vous avez pu retrouver facilement un job? Alors moi, j'ai eu la chance de garder mon job parce que je travaille en remote, donc c'est en télétravail. Je travaille en télétravail, donc j'ai eu la chance de garder mon job de Vancouver à Calgary. Par contre, Max, lui, qui travaille dans le monde du café, a dû trouver un autre travail. La chance, c'est qu'il s'est fait énormément de connexions à Vancouver qui lui ont permis du coup de connecter avec des personnes dans le monde du café à Calgary. Et donc il a trouvé son job en quelques semaines. Ça a été très très rapide et donc lui aussi il a pu trouver facilement. Maintenant ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Et des fois on peut mettre, aussi bien à Vancouver qu'à Calgary, on peut mettre beaucoup plus de temps à trouver son travail. Et c'est pas impossible de faire un petit job à côté ou un job alimentaire au début, d'aller bosser dans un supermarché ou dans un café ou un restaurant pour pouvoir subvenir à ses besoins financiers le temps de trouver vraiment le travail qui nous correspond. Donc il est maintenant gérant d'un café, c'est ça? De quatre cafés, ouais, ici. Ouais, ouais. Il en gérait un à Vancouver et ici, il en gère 4. Oh, c'est challengeant. Et du coup, toi, tu bosses en remote dans ces cafés. De temps en temps, pas tout le temps, hein, parce que j'aime bien lui laisser aussi son côté. Mais oui, moi, j'adore bosser dans les cafés, mais souvent, je vais à la concurrence. Ça me permet de découvrir d'autres choses. Par rapport à votre achat immobilier, comment ça se passe un achat immobilier au Canada? C'est pas facile en tout cas moi j'ai pas trouvé ça ultra facile de devenir propriétaire au Canada. Maintenant je pense que c'est pas facile en France. Perso je l'étais pas en France, donc c'est ma première expérience de devenir propriétaire. Au Canada on peut pas visiter des maisons sans être représenté par un agent immobilier. Enfin je dis au Canada, à Calgary, parce que à Calgary et à Vancouver en tout cas c'est les deux endroits où je l'ai fait. Je sais pas comment ça se passe dans les autres provinces, mais en tout cas à Calgary il faut être représenté par un agent immobilier pour pouvoir visiter des biens immobiliers. Et après, une fois qu'on veut faire une demande, en tout cas qu'une maison nous plaît, il nous faut effectivement un courtier immobilier qui va vraiment nous mettre en relation avec les banques, tout ça pour évaluer notre profil. Et c'est le courtier et l'agent immobilier qui gèrent tout après. C'est-à-dire que nous, on a négocié notre maison, mais moi, j'ai jamais eu au téléphone ou j'ai jamais vu le propriétaire de ma vie. Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est mon agent immobilier qui a négocié avec leur agent immobilier. Et en fait, les négociations se sont faites comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde, mais généralement, en tout cas de ce que j'ai entendu parler, c'est souvent comme ça. Et oui, ce qui c'est pas facile, c'est de monter le dossier pour la banque, savoir en fonction de nos jobs, de ce qu'on gagne, de notre apport aussi. Et après, il y a aussi les taux d'intérêt qui vont rentrer dans le compte au Canada. Les taux d'intérêt ont énormément augmenté, donc ça devient de plus en plus difficile d'acheter à un taux abordable. Et voilà, il y a plein de choses. Tout ça, ça va dépendre vraiment du profil, mais c'est vrai qu'il vous faut un agent immobilier, un courtier pour pouvoir évaluer justement, qui va vous demander vos fiches de paie, qui va vous demander en gros toutes vos informations pour savoir à quoi vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez demander comme prêt immobilier. Et voilà, nous en gros, quand on a donné nos fiches de paie, qu'on a dit on travaille depuis tant dans cet endroit-là, blablabla, ils nous ont dit vous pouvez prendre entre 500 et 600 000. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à visiter des maisons entre 500 et 600 000 avec notre agent immobilier. L'apport, il est obligatoire? 5% minimum. Un apport de 5% minimum est obligatoire. Et si jamais on met moins de 20% d'apport, on doit payer une assurance qui peut varier entre 10 et 20 000 $. Mais si tu veux, cette assurance, elle est échelonnée sur les 25 ans que tu empruntes. Donc ça revient à 10 $ par mois. Au final, on ne la voit pas forcément. Mais en tout cas, si on met moins de 20% d'apport, on paye une assurance. Et sinon, il faut mettre minimum 5% d'apport. Et ça, c'est si on va vivre dans le bien immobilier dans lequel on achète. Si on achète un deuxième bien immobilier qu'on va faire en location, par exemple, là, il me semble que c'est 20% minimum. On ne peut pas mettre en dessous de 20% d'apport.
Toi, tu es devenue créatrice de contenu autour de l'immigration au Canada depuis quelques mois/années sur les réseaux sociaux. Tu partages tes activités, tes conseils, tes adresses. Comment tu t'es décidée à te lancer dans la création de contenu? Alors ça, en fait, ça date il y a pas mal de temps en fait, parce que j'avais déjà commencé en France. Il me semble que, en fait, j'ai créé mon blog en 2015 et avant ça, je faisais déjà des petits partenariats ou des choses comme ça sur mon compte Instagram. Et puis petit à petit, en fait, j'ai toujours été passionnée par la création de contenu de base par la photographie et la création de vidéos en fait. J'ai eu ma première caméra, il me semble, à l'âge de 13 ou 14 ans et je filmais toute ma famille et après je montais les vidéos et j'ai toujours adoré faire ça. J'ai eu pareil mon premier appareil photo pro, je sais plus, je crois que je me le suis offert à l'âge de 18 ans et j'ai shooté, après je shootais n'importe quoi bref, j'ai toujours été passionnée par ça et donc voilà, j'aime aussi le partage. Donc au final, je trouve que c'était un très bon allié de partager ce que j'aime faire. Et aussi, parce que moi, souvent, quand je vais quelque part ou quand je me dis, tiens, je vais aller dans cette ville en vacances ou en week-end, en tout cas déjà à l'époque, j'avais tendance à aller sur Insta ou sur Facebook ou peu importe pour regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas et s'il n'y avait pas un endroit sympa à manger. À l'époque, c'était vachement TripAdvisor ou tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas partager les bonnes adresses aussi où je vais, ou les activités que je fais avec les enfants qui sont sympas. Et petit à petit, en fait, c'est venu comme ça de partager du coup ma passion pour la création de photos et vidéos et en même temps ce que je faisais au quotidien avec ma famille. Parce que je me dis que si moi, je le cherche, il y a sûrement d'autres personnes qui le cherchent aussi et à qui du coup ça peut intéresser d'avoir l'information. Est-ce que tu sens une demande croissante au niveau de tes abonnés ou des gens qui te posent des questions par rapport aux dernières années? Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'expatriation/l'immigration au Canada? Oui, nettement. Quand je suis partie en 2018 et que j'ai fait mes recherches dans ce même style un peu, mais dans mes recherches pour Vancouver, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé très peu de choses. C'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais trouvé une vidéo d'Alex Viseo qui était lui parti à Vancouver et je trouvais ça fou et je trouvais ça génial. Donc maintenant, il fait d'autres choses, mais je le suis toujours depuis. Mais c'est vrai que c'était un des seuls en fait qui était parti à Vancouver et qui avait fait une vidéo dessus sur YouTube. Et il n'y avait pas grand-chose. Et on ne pouvait pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Et donc quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit... moi, j'ai galéré en fait à trouver des choses à faire et à partager, à trouver des choses voilà, sur Vancouver. Donc je me suis dit, je vais partager du coup mon quotidien à Vancouver et puis voilà, montrer aux gens ce qu'est la ville de Vancouver. Parce que aussi, souvent quand on disait qu'on partait vivre au Canada, tout le monde nous disait, ah, vous allez voir les Québécois, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et on disait, non, mais nous, on part pas au Québec, on va en Colombie-Britannique. Ils font ça. Il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment différencier qu'il y a plein d'autres provinces dans le Canada. Donc ça, c'était en 2018. Et puis petit à petit, effectivement, l'expatriation, l'immigration ou juste la demande d'expérience internationale en PVT, toutes ces choses-là, c'est vu grossir et donc petit à petit j'ai beaucoup plus de personnes qui sont venues me poser directement des questions à savoir comment t'as fait, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que t'as des conseils, voilà, je voudrais partir avec ma famille, comment on fait ça et ça j'ai des questions tous les jours maintenant, j'ai entre 5 et 10 personnes par jour qui me demandent des conseils pour partir vivre au Canada. Mais ça doit te prendre beaucoup de temps quand même, la création de contenu. Comment tu t'organises au quotidien avec ton job à toi? En fait, quand c'est une passion, on compte pas ses heures. Et donc, j'ai tendance à faire ça souvent le matin très tôt ou le soir tard. D'ailleurs, ça m'arrive beaucoup de faire des choses dans la journée et de rien partager avant le soir. Parce que même le week-end, en fait. C'est-à-dire que même si je travaille pas sur mon job en remote, mais que je vais aller au parc avec les enfants ou faire des choses, je vais capturer des moments, mais je posterai tout le soir ou le lendemain, ou des fois ça m'arrive de poster 4 jours plus tard parce que effectivement ça prend du temps de faire tout ça. Ça peut me prendre plusieurs heures par jour en plus de mon métier, de mon travail. Mais c'est aussi super important de se stopper et de profiter du moment qu'on a avec les enfants.
Et donc souvent, soit je vais partager juste une petite photo pour dire où je suis, mais je vais pas partager vraiment l'expérience avant quelques heures ou quelques jours parce que j'aime bien me poser avec les enfants et profiter du moment que je suis en train de vivre. Et je suis pas tout le temps dans l'idée de créer en permanence. Je sais que je vais en parler, mais le plus important, c'est de profiter du moment aussi avec les enfants, avec ma famille et mes amis quand on vit la chose. Donc c'est marrant parce que des fois j'ai des amis qui me disaient ah mais t'étais là mais t'as pas fait ça il y a 2 semaines. Je suis si mais je le partage maintenant parce qu'il y a 2 semaines ouais et ça puis après j'ai bossé et puis donc voilà, ce que je partage c'est pas forcément en temps réel parce que je trouve que c'est important de profiter du moment avec les personnes avec qui on passe. Bah ouais, j'imagine que tu as pu créer plein d'opportunités, que ce soit personnelles ou professionnelles, grâce à la création de contenu. Oui, et pas forcément que la création de contenu, parce que c'est aussi surtout l'investissement qu'on a sur les réseaux et par exemple, parce que oui, il y a la création de contenu sur les réseaux, mais il y a aussi et surtout le fait d'être présent pour la communauté, c'est-à-dire que je réponds au maximum en fait aux gens, je suis j'ai une communauté ultra bienveillante. Donc je suis très reconnaissante de cette communauté et donc quand j'ai des personnes qui viennent qui me contactent pour avoir des conseils ou pour aller boire un café pour se rencontrer ou des choses comme ça, dès que je suis dispo ou dès que je peux le faire, je le fais avec grand plaisir et je pense que c'est surtout aussi ça en fait, c'est pas uniquement la création de contenu et de partager parce qu'il y a des personnes qui vont partager du contenu tous les jours mais pas engager du tout avec les personnes et pas créer de lien et moi ce que j'aime aussi c'est créer du lien en fait et pas que du contenu et c'est comme ça aussi que j'ai réussi c'est grâce à Instagram que j'ai trouvé ma meilleure amie ici et de très très bons amis au Canada qui comptent comme les meilleurs aussi donc voilà c'est pas uniquement de la création. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu à Calgary ou à Vancouver justement dans la rue? Ouais, c'est drôle ça d'ailleurs parce que moi je suis pas. Enfin, je suis quelqu'un de très simple hein, quand on me connaît. Enfin, je suis vraiment quelqu'un de très très simple. Et du coup, c'est drôle parce que oui, c'est déjà arrivé souvent à Vancouver. C'est arrivé aussi il y a 2 semaines en fait. À l'école au camp de vacances où je dépose Alice en fait là à Calgary il y a une personne qui m'a dit ah mais vous n'êtes pas Morning Sophie? Si. Je venais déposer, c'est la dame du camp de vacances en fait, donc trop fort quoi. J'étais bah si, moi je la connais pas, donc c'était drôle. Et sinon aussi à la soirée du 14 juillet aussi, il y a les organisateurs d'événements qui sont venus me voir, ils ont dit ah c'est fou, je te suis depuis ce matin, voilà, est-ce que tu peux venir, je voudrais te présenter. Et donc du coup bah, j'ai rejoint les gens pour qu'ils me présentent et donc c'était drôle, c'est marrant, je suis pas du tout habituée à ça, donc j'ai tendance à être plutôt timide quand ça se produit, mais en même temps je suis super reconnaissante parce que je trouve que c'est génial de rencontrer les gens comme ça et après du coup je discute avec eux et j'échange, donc ouais c'est assez drôle comme expérience. C'est quoi tes projets d'avenir du coup au Canada avec ta famille à Calgary? Bah écoute, là, on a réalisé un gros projet du coup cette année d'acheter la maison. Maintenant, on va voir, on a d'autres projets peut-être plus professionnels ou des choses comme ça, mais en tout cas, on n'aura pas de projet de bébé. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais non, la maison, c'était déjà un gros projet et là, donc, on est encore dessus parce qu'il y a pas mal de rénovations et de choses comme ça à faire dessus. Donc voilà, c'est toujours le projet d'actualité. Des projets voyage peut-être? Bah, on aimerait bien aller du côté de Montréal au Canada, en tout cas pour visiter. Maintenant, non, je pense qu'on va se faire un beau voyage en famille cette année. On ne sait pas encore. Comme Max est dans le monde du café, il aimerait bien aller là où, du coup, il y a des fermes de café. Donc on verra. Mais non, on a rien de vraiment prévu pour l'instant. C'est vrai que c'est un vrai investissement hein, de devenir propriétaire. Donc, il va falloir un petit peu bosser là pour renflouer les caisses pour pouvoir repartir après ou avoir d'autres projets. Mais pour l'instant, on est très bien comme on est. Est-ce que tu as une ressource, notamment en termes de podcast, à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Ben, moi, j'aime beaucoup, justement, on en parlait offline, mais moi, j'aime beaucoup les podcasts de Frenchies autour du monde parce qu'on ne parle pas que du coup des personnes qui partent au Canada, c'est des personnes qui migrent
partout dans le monde. Et c'est pas forcément que de l'immigration non plus, hein, c'est aussi des personnes qui vivent des expériences à l'étranger. Et donc je trouve que ça apporte un œil différent sur l'expatriation et comment ça peut se passer dans d'autres pays. Et donc j'aime beaucoup celui-là. Après, c'est vrai que j'écoute pas énormément de podcasts parce que j'ai pas beaucoup le temps. Mais en tout cas, ouais, je sais que j'écoute cela en tout cas. Génial, merci du partage Sophie. Mais de rien, avec plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur Calgary, qui n'est pas forcément la ville dont on parle le plus, notamment sur les médias sociaux. Donc si tu as aimé cet épisode, tu connais la chanson, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, je vois que ça augmente de plus en plus, alors n'hésite pas à participer au mouvement. Et puis tu peux me rejoindre sur Instagram, mon nom c'est Chippy au Canada, n'hésite pas à me follow ou à me dire si tu as envie de participer à un prochain épisode. À tantôt comme on dit à Montréal.